Dans ce sous-module, nous allons plus spécifiquement discuter des systèmes d'exploitation liés au système embarqué. La première chose à remarquer, c'est qu'il n'existe pas un système d'exploitation pour l'embarqué. Tout simplement parce qu'il y a de grandes différences de capacité entre les différents systèmes embarqués, donc du plus simple des circuits intégrés jusqu'au Raspberry Pi 5, par exemple, qui est beaucoup plus puissant, en passant par des microcontrôleurs de différentes puissances. On ne peut pas avoir les mêmes systèmes et il y a plusieurs types de tâches qu'on veut pouvoir réaliser avec ces systèmes embarqués-là. Donc, par exemple, au plus bas niveau, ce qu'on peut avoir, c'est littéralement une seule fonction. Donc, si on a, par exemple, un système embarqué qui est simplement un thermomètre numérique, donc il lit une température et affiche des chiffres sur un écran, ben, il y a une chose à faire. Donc, c'est une fonction unique, souvent elle est même codée en assembleur, c'est même pas en C, qui va simplement se répéter à l'infini. Après ça, on peut avoir quelque chose où est-ce que là, bon, c'est pas une seule fonction, on a plusieurs choses à faire, mais au final, ça reste un seul processus. Donc, ça reste, par exemple, un thermomètre qui, là, transmettrait ces informations-là sur un réseau. Donc, oui, il y a plus qu'une chose à faire, il faut qu'il l'affiche, la transmette, peut-être la valide, ou ainsi de suite, mais ça reste un seul programme. C'est comme si on exécutait une seule tâche à la fois, finalement. Après, il peut arriver des cas où est-ce qu'on voudrait avoir des tâches parallèles. Donc, oui, on veut non seulement un thermomètre, mais on veut aussi qu'il puisse servir de lampe de poche ou en tout cas d'autres possibilités. Ou est-ce que là, dans ce cas-là, on va avoir peut-être une espèce d'ébauche de système d'exploitation qu'on appelle une super boucle. Donc, c'est une boucle qui est la boucle qui décide tout ce qui se fait dans quel ordre et qui va déterminer quelle tâche s'exécute après telle autre. Ça va être souvent une exécution concurrente fictive, à savoir que le microcontrôleur n'a pas la capacité d'exécuter plusieurs choses à la fois, il n'y a pas plusieurs cœurs, mais du point de vue des tâches, si ça va assez vite, c'est à peu près comme si elles s'exécutaient réellement en parallèle. Le problème avec ces approches-là, c'est que ça reste du multitâche coopératif. Si une de ces tâches-là ne coopère pas et ne retourne jamais dans la super boucle, ben, tout le reste est bloqué. Et donc, on va arriver dans ce cas-là à des systèmes d'exploitation temps réel, qu'on appelle RTOS, qui sont des systèmes d'exploitation souvent très minimalistes et destinés pour l'embarquer. Donc, vous n'allez pas avoir beaucoup de fonctions, beaucoup de pilotes de périphériques, des choses comme ça, mais vous allez avoir quelque chose qui vous permettrait de faire au moins de l'ordonnancement et de vous assurer justement qu'il y a un meilleur contrôle sur quelle tâche s'exécute quand. Donc, c'est pas Linux, c'est des systèmes qui sont, par exemple, un bon exemple s'appelle FreeRTOS, qui est un exemple de ces systèmes-là. Vous les configurez finalement dans un fichier .h, donc un header hash, et ça lui dit simplement quoi faire, ce que vous voulez faire. Ça fournit certaines primitives, par exemple des files d'attente, des mutex, des choses de synchronisation, mais pas beaucoup plus que ça. C'est vraiment seulement pour vous permettre d'avoir des tâches où vous allez savoir exactement quand est-ce qu'elles s'exécutent. Après, on va tomber dans des processeurs qui sont plus puissants, et là on tombe dans ce qu'on a cette année avec le Raspberry Pi, un système d'exploitation à usage général, par exemple Linux, mais qui va être adapté pour le temps réel. Peut-être qu'il n'aura pas toutes les fonctionnalités nécessaires au temps réel, mais une grande partie pour au moins le temps réel doux. Et finalement, on peut même avoir des systèmes embarqués qui, bon, ne veulent pas réellement être temps réel, donc on a un système d'exploitation parallèle. Notre système embarqué est tellement puissant qu'on utilise simplement un système standard sans autre modification. Ça peut aussi arriver. Et l'idée, encore une fois, comme on le dit ici, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse sur quoi faire. Ça dépend vraiment de vos besoins. Si on regarde dans votre cursus, par exemple, en génie informatique ou en génie logiciel ou même en génie électrique, des cours, par exemple, comme SMI, vont être plus centrés dans cette section-là. Donc, des applications uniques, peut-être quelques tâches parallèles, mais pas beaucoup plus. Des OS parallèles ou des choses comme ça, ben là, dans le cours de système d'exploitation, dans des cours de système parallèle, vous allez effectivement en voir plus. Nous, on va se concentrer principalement du côté des systèmes d'exploitation temps réel et des systèmes d'exploitation généraux, mais adaptés pour le temps réel. On va voir comment. Ça nous amène maintenant à ce qu'est Linux. Et pour comprendre ce qu'est Linux, on revient un peu à la base. Linux vient d'une famille de systèmes d'exploitation multitâches et multi-utilisateurs qu'on appelle Unix, qui a été créé dans les laboratoires de AT&T dans les années 60 et qui était vraiment fait pour être le plus portable possible. Donc, basé sur une certaine philosophie. Donc, il y a beaucoup de principes de Unix qui sont restés depuis maintenant plus de 50 ans, plus de 60 ans même maintenant. Et donc, ce qui est intéressant avec Unix, c'est qu'on s'est aperçu au fil du temps qu'il était utilisable à différentes échelles. Donc, même les supercalculateurs utilisent des dérivés de Unix. Et vous pouvez quand même avoir un Raspberry Pi qui utilise
Linux, même s'il a une puissance 1 milliard de fois inférieure à ces supercalculateurs-là. Il y a de nombreuses variantes. On dit que Linux est la plus connue, mais en fait, macOS est dérivé en partie, en tout cas, de Unix. Il y a vraiment beaucoup plus de dérivés de Unix qu'on pourrait croire. Le langage C, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été développé par la même équipe que Unix. En fait, Ritchie et Thompson, qui sont les deux inventeurs Unix, avaient besoin d'un langage portable pour justement arrêter de devoir coder un nouveau système à chaque fois qu'on avait un nouveau processeur. Et on crée le langage C à partir de d'autres langages précédents pour qu'il puisse se compiler efficacement en code machine, mais rendre le code portable. Et comme je l'ai dit, ça, c'est un élément central qui a fait le succès de Unix, qui a fait que c'était facile de l'adapter et qui est encore la même chose pour Linux aujourd'hui. Au fil du temps, on s'est aperçu que, bon, oui, c'est bien beau tout ça, mais que c'est facile d'aller dans plein de directions différentes. Une des standardisations de Unix les plus connues s'appelle POSIX, qui nous donne certaines fonctions, qui dit comment, si vous voulez ouvrir un fichier, si vous voulez, par exemple, je sais pas moi, avoir certaines informations sur le processeur, des choses comme ça, comment vous allez le faire, ben POSIX indique des fonctions standards pour le faire, et on va les utiliser pendant le cours. Voilà, exactement. Entre autres, il y a une API-C pour des appels au système d'exploitation. Si vous voulez communiquer sur une connexion Internet, par exemple, c'est aussi des fonctions POSIX, finalement, que vous allez utiliser. Et donc, Linux, ben, essentiellement, c'est une réimplémentation de Unix. Unix n'est pas un système open source, donc c'est pas à code source ouvert, un logiciel libre. Linux, lui, l'est. Donc, vous pouvez aller voir le code source de Linux et ils ont réimplémenté ça en lisant ben, qu'est-ce que c'est supposé faire et ils l'ont rendu conforme, entre autres, à la norme POSIX. Dans Linux, il y a beaucoup de choses qui permettent de s'approcher beaucoup du temps réel. Donc, même si ce n'est pas officiellement un système temps réel, il y a moyen de s'approcher beaucoup. On va le voir que des algorithmes d'ordonnancement temps réel, qui ne sont pas très utiles en temps normal, mais qui pour le temps réel sont cruciaux, vous pouvez donc avoir des priorités plus hautes pour les processus temps réel, forcer un accès exclusif à certaines ressources, donc dire je ne peux pas me faire voler telle ressource, tel périphérique par exemple, parce que j'en ai besoin pour mon temps réel. Il y a plein de choses qui peuvent être faites à la base dans Linux et qui permettent donc le temps réel doux. Ceci étant dit, il y a certaines choses qui manquent à Linux. Par exemple, Linux, à la base, peut déjà préempter un processus. Donc, dire, toi, tu t'es exécuté trop de temps, je veux laisser de la place à de nouveaux processus qui puissent s'exécuter. Et ça, c'est bien parce que ça évite justement, par exemple, là, un cas où est-ce qu'un processus prendrait toutes les ressources. Donc ça, il peut déjà le faire. Mais il y a des choses que Linux, par défaut, ne fait pas. Et un exemple de ça, c'est que le Linux, par défaut, n'est pas préemptible dans le noyau. À savoir, le code que vous exécutez, oui, mais lorsque vous demandez, par exemple, à Linux d'ouvrir un fichier, d'écrire quelque chose, d'envoyer des données sur Internet, ben, pendant que c'est dans le noyau Linux, ça, il n'y a pas de moyen de l'interrompre. Puis on peut dire, bon, en général, ceux qui codent Linux vont faire attention que ce ne soit pas une boucle infinie qui s'exécute, mais quand même, ça peut prendre plusieurs dizaines, voire centaines de millisecondes avant que finalement un autre processus puisse reprendre la main. Et ça, c'est un problème dans le cas du temps réel. Il y a donc des patchs. Qu'est-ce que c'est une patch dans le monde du logiciel libre? C'est littéralement un fichier qui décrit comment modifier le code source pour faire quelque chose. Dans ce cas-ci, rendre le noyau Linux plus proche du temps réel. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est qu'il ajoute des sections. En fait, il minimise le nombre de sections de code non préemptibles. Donc, il ajoute des capacités de préemption à l'intérieur même du noyau, ce qui rend le noyau Linux beaucoup plus propice à l'utilisation du temps réel, parce que là, on peut vraiment savoir que, hormis quelques situations très particulières, c'est certain que si une tâche doit s'exécuter, elle ne sera pas bloquée parce que le noyau Linux voulait faire autre chose en même temps. Cette patch-là est développée depuis plus de 20 ans et elle est, entre autres, partiellement disponible dans la branche principale de Linux. Donc, l'année dernière, ils ont finalement fait ce qu'on appelle une pull request, à savoir demander à Linus Torvald, qui est celui qui gère la branche principale de Linus, d'accepter le patch PreemterT pour ne plus qu'on ait à le faire à chaque fois qu'on veut l'utiliser sur un système. Et Linux l'a accepté, ils ont même fait une espèce de petite cérémonie. Là, évidemment, une pull request en général, c'est pas en personne, c'est juste une commande qu'on fait sur Git. Mais dans ce cas-là, ils ont littéralement fait une pull request en or avec tout le flafla, parce que ça faisait quand même plus de 20 ans de développement pour en arriver là. Et là, j'étais très content parce que je me disais, parfait, on n'a plus besoin de modifier le noyau, ça va faire un problème de moins. Et après, je me suis rendu compte qu'il l'a accepté seulement pour certaines architectures de processeurs et que ça n'inclut pas
l'ARM32 de notre Raspberry Pi 0W. La bonne nouvelle, c'est que ça va vous permettre, au premier laboratoire, de patcher votre noyau vous-même et de le recompiler pour ajouter la patch PreemptRT. On va le voir dans l'énoncé du laboratoire. Donc, dans le fond, c'est un mal pour un bien. Vous allez pouvoir commencer votre session en compilant un noyau Linux. Mais tout ça pour dire, peut-être que dans les prochaines années, ça va changer. Pour le moment, il faut encore appliquer cette patch-là et elle est nécessaire au cours si on veut pouvoir faire le laboratoire correctement. Donc ça conclut la section sur les systèmes d'exploitation et Linux et le temps réel. Dans la prochaine section, on va plus spécifiquement parler du Raspberry Pi 0W ainsi que de la chaîne de compilation croisée qui va nous permettre justement de créer des programmes destinés au Raspberry Pi 0W.